Digital Congo, la télévision numérique. Bienvenue dans cette édition du journal dont voici les titres. Grève des cadres et agents du programme de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire PDDRCS au Nord Kivu. Plusieurs structures de la société civile craignent une dégradation de la situation sécuritaire et un anéantissement des efforts déjà consentis dans la démobilisation des groupes armés. Dans une déclaration rendue publique ce mardi, ils invitent le président de la République à s'impliquer personnellement pour résoudre cette crise. Rentrée scolaire dans la commune de Lantsele, plusieurs écoles ont du mal à réunir tous les enfants et pour cause, les parents éprouvent encore des difficultés pour envoyer les enfants à l'école. C'est un constat de notre rédaction. Promotion du commerce transfrontalier en République démocratique du Congo, le Comité national de pilotage pour le programme de cette organisation internationale non gouvernementale en République démocratique du Congo, Trademark Africa, s'est réuni en compagnie des ministères sectoriels. Objectif, adopter à l'unanimité le plan d'affaires 2025-2026. Nouveau journal sur Digital Congo Télévision, bienvenue à tous. Le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne les récentes attaques terroristes des ADF et réaffirme sa détermination à restaurer l'autorité de l'État et à restaurer la paix et la sécurité. Le gouvernement de la RDC, comme vous le savez, condamne avec la plus grande fermeté ces attaques terroristes perpétrées dans la nuit du lundi 8 septembre par les forces démocratiques alliées ADF affiliées à l'État islamique dans le territoire de Lubero et de Béni, province du Nord Kivu. Selon les rapports des autorités provinciales, à Ntoyo, localité située à environ 5 km de Mango-Jipa, dans le territoire de Lubero. L'attaque a coûté la vie à 71 personnes et a également fait 6 blessés, provoqué plusieurs disparitions et entraîné l'incendie de nombreuses habitations et véhicules. Et dans les villages de Fotodou, localité de Bakila, Bakaiko et d'Avey, localité de Bouloloma, groupement Batangimbao, secteur de Benimbao, territoire de Béni. Une autre attaque a fait 18 morts. Le gouvernement de la RDC présente ses condoléances les plus attristées aux familles durement éprouvées et exprime toute sa compassion aux blessés. Il apporte également un soutien au gouvernement provincial du Nord Kivu dans la gestion des conséquences humanitaires de ces actes terroristes. Le gouvernement demeure tout de même résolument engagé à poursuivre les opérations militaires et la traque des terroristes qui ont déjà permis la neutralisation de plusieurs d'entre eux, la destruction de plusieurs de leurs bases et la libération d'otages civils. Il faut également dire que le gouvernement de la République réaffirme également sa détermination indéfectible à renforcer ses moyens pour protéger les populations civiles, restaurer la sécurité et œuvrer aux côtés des partenaires régionaux et internationaux pour mettre définitivement fin aux activités des terroristes de l'ADF affiliés à l'État islamique sur son territoire. Le gouvernement de la République, vous le savez, a réagi au travers un communiqué, toujours par rapport aux frappes violentes qui ont touché la souveraineté de l'État du Qatar. Elles risquent d'aggraver donc une situation régionale déjà fragile.
Le gouvernement congolais appelle donc toutes les parties à s'abstenir de tout acte qui pourrait compromettre les efforts de médiation. Il encourage à travailler collectivement pour un cessez-le-feu permanent et une paix juste et durable au Moyen-Orient. Parlons de cette crise au programme désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire, PDD-RCS. Certaines structures de la société civile attirent l'attention du gouvernement sur les conséquences de la grève déclenchée par les cadres et agents du PDD-RCS. C'est par exemple la synergie des jeunes notables, groupes de pression et mouvements citoyens du Nord Kivu qui craignent une escalade sécuritaire à la suite de ce mouvement qui risque de réduire à néant les efforts déjà consentis. Et dans une déclaration rendue publique ce mardi 9 septembre, ceci invite le président de la République à s'impliquer personnellement dans ce dossier. C'est ce que nous dit ici Mère Verdi Calmer depuis Béni. Dans cette déclaration, cette synergie trouve anormal que la question des gestions des agents et cadres du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation soit gérée avec une telle légèreté au regard du statut des grévistes. C'est depuis le 1er septembre courant que ces agents ont entamé une grève sèche. Nous qualifions des traitements cruels, inhumains et dégradants ces genres de traitements infligés aux agents et cadres des services publics si hautement sensibles et rattachés directement à la présidence de la République démocratique du Congo. Alors que beaucoup de millions de dollars sont déversés dans ces programmes, il y a lieu de penser ou croire à une mauvaise gestion de la part des responsables de ces services au niveau national et provincial. Nous redoutons les conséquences fâcheuses sur le plan sécuritaire qui pourraient résulter de cette grève des agents et cadres des antennes du PDD-RCS en paralysant les activités de désarmement, de réinsertion et d'intégration communautaire des ex-combattants. Et nous soulignons qu'avec le contexte actuel au Nord Kivu, caractérisé par une insécurité criante, il est moins prudent de fâcher des personnes qui détiennent autant d'informations sécuritaires dont l'ennemi a certainement besoin. Nous appelons les autorités politico-administratives à tous les niveaux à s'impliquer dans la situation afin que les grévistes soient rétablis dans leurs droits. Dans cette même déclaration, la synergie des jeunes notables, groupes de pression et mouvements citoyens du Nord Kivu invite le président de la République, qui est aussi président du comité de pilotage du PDD-RCS, le président de l'Assemblée nationale et du Sénat, à la première ministre, ainsi que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de la Défense de s'impliquer urgemment dans ces dossiers pour prévenir le danger. En attendant, les grévistes poursuivent leur sit-in au bureau de l'antenne PDD-RCS Béni. Et à Kindu, dans le Maniema, une journée ville morte est annoncée ce vendredi 12 septembre par la Dynamique pour le développement des Akuchu, des DA en sigle à Kindu. Selon le président de cette structure de la société civile, il réclame au gouvernement provincial d'indiquer clairement à la population le lieu d'inhumation des Ouazalendo tués dans la ville de Kindu afin qu'ils soient honorés par leurs familles respectives, mais également la clarification sur la perception de certaines taxes conventionnelles par le gouverneur. Yvonne Amouri nous en parle. La DDDA confirme la journée ville morte de ce vendredi 12 septembre. Il y a deux causes. La première, que les autorités nous indiquent là où on a enterré les Ouazalendo pour que nous puissions aller déposer les gerbes de fleurs. De deux, l'argent perçu pour les taxes conventionnelles. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec ces fonds dans la province d'Imaniema. Fait à Kindu le 10 septembre 2025. Oumesumbu Local Nestor, président. Et puis ce communiqué du journal officiel de la République démocratique du Congo qui informe le public de la parution de 2 numéros spéciaux de la première partie du 14 juillet au 14 août 2025 contenant l'arrêté interministériel CAB Mine Économie Nationale 002-2025 et un autre du 5 août 2025 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministère de l'Économie nationale. La loi numéro 25-046 du 1er juillet 2025, modifiant et complétant la loi numéro 16-013 du 15 juillet 2016, portant statut des agents de carrière et de service public de l'État.
Il y a également une autre loi, numéro 25/048 du 1er juillet 2025, complétant et modifiant la loi numéro 22/068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Il y a également une loi numéro 25/049 du 7 juillet 2025 modifiant et complétant la loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Ces numéros sont disponibles au siège du journal officiel 6 immeuble Minibal avenue Colonel Lukusa numéro 7 dans la commune de la Gombe, aux antennes de Kinshasa Palais de Justice, Palais du Peuple, Unikin, guichet unique de création d'entreprise, UPC, UPEN, dans nos différentes antennes provinciales, ainsi que sur notre site web www.journalofficiel.cd. Fête à Kinshasa le 10 septembre, Furume Tete Yvette. Rendons-nous à Butembo, où la commune de Boulinguera, en ville de Butembo, a respecté les instructions officielles de sa hiérarchie en convoquant une séance dite de la prévision budgétaire exercice 2025-2026. Un budget qui tient compte des préoccupations de la population. L'activité s'est passée le mardi 9 septembre dans la salle P10, non loin du bureau de la commune de Boulinguera, sous la satisfaction des participants. Delphin Sinani nous en parle. Toutes les couches de la population de la commune de Boulinguera ont répondu à l'invitation du bourgmestre, le commissaire supérieur principal Willy Lungamungedi, dans cette salle pour cet exercice 2025-2026. Pendant la séance, les chefs de bureau en matière de finances de la commune de Boulinguera ont exposé les différentes réalisations que la commune de Boulinguera a effectuées jusqu'à ce jour, où la commune a atteint plus de 48% de réalisation de son budget en exercice. La commune poursuit ses différentes projections, parmi lesquelles la construction d'une dizaine de ponts, l'achèvement d'un bâtiment annexe du bureau de la commune, les bureaux des quartiers et autres réalisations. Le bourgmestre de la commune de Boulinguera retient que cet exercice qui fait participer les couches de la population est bien perçu par les bénéficiaires. Quand vous faites participer la population dans l'élaboration du budget, ça renforce d'abord un certain moment la confiance. Nous montrons à la population que tout ce que vous venez payer comme taxes et impôts, donc on vous les restitue dans différents projets. Je suis beaucoup en train de travailler sur les recettes spécifiques, puisque ce sont les recettes qui sont beaucoup mobilisées par la commune. Nous avons d'abord payé les indemnités pour les agents et cadres de la commune. Nous avons aussi, dans cette enveloppe même, exécuter certains projets d'investissement. Nous sommes déjà à 48%. Si vraiment Dieu fait grâce, la rétrocession nous arrive, je crois que nous allons atteindre 70-60% de réalisation. À toute la population de nous appuyer au paiement des taxes et impôts. Les participants ont encouragé l'initiative qui leur permet de participer à l'élaboration du budget. Pour nous, c'est une joie qui inonde vraiment notre cœur, en voyant que la commune a pensé au développement dans nos différentes entités au sein de nos quartiers à commune de Boulinguera. Vraiment, c'est une fierté pour nous et nous saluons l'initiative du bourgmestre, lui qui a vraiment le courage d'appeler la population pour participer à l'élaboration du budget de l'année prochaine. Vraiment, ce n'est pas toutes les autorités qui élaborent les projets que la population attend. Vraiment, nous saluons cette initiative et que toutes les autorités puissent imiter. Parce que le budget doit être élaboré compte tenu des attentes de la population. Aussitôt le budget retenu en termes d'exécution, la commune Boulinguera promet le rendre public à la population pour prise de connaissance. Promotion du commerce transfrontalier en RDC, le plan d'affaires 2025-2026 du programme de Trademark Africa qui construit les infrastructures pour faciliter le commerce transfrontalier, dont les postes à arrêt unique, les ports et les marchés transfrontaliers sur financement de l'Union européenne, le Pays-Bas et le Canada, a été adopté à l'unanimité ce mardi 9 septembre au cours d'une réunion du Comité national de pilotage pour le programme de cette organisation internationale non gouvernementale en RDC. Les représentants des ministères sectoriels et des gouvernements provinciaux du Sud Kivu, Nord Kivu et de l'Ituri, ainsi que de la société civile, ont pris part à cette réunion. Obed Kambale nous en parle.
Le plan d'affaires 2025-2026 du programme Detroit Mac Africa en République démocratique du Congo a été adopté à l'unanimité ce mardi 9 septembre 2025 à Kinshasa au cours de la 12e réunion du Comité national des pilotages pour le programme de cette organisation internationale non gouvernementale qui bénéficie des financements des partenaires au développement de l'Union européenne, le Pays-Bas et le Canada pour accroître le commerce intra-africain et le commerce de l'Afrique avec le reste du monde. Réunion présidée par Alain Malata Kafunda, directeur de cabinet du ministre des Finances, Doudou Fouamba, président du dit comité, avec à ses côtés Benzet Moussafiri Kekakala, directeur de cabinet du ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaungia, qui désormais a pris officiellement ses fonctions de vice-président, rencontre à laquelle ont pris part les représentants des ministères sectoriels et des gouvernements provinciaux du Sud Kivu, du Nord Kivu et de l'Ituri, ainsi que les représentants de la société civile. Plusieurs infrastructures pour faciliter le commerce transfrontalier en République démocratique du Congo ont été construites par Trade Africa, dont le poste transfrontalier à réunique de Mahagi dans la province de l'Ituri à la frontière avec l'Ouganda et celui de Ruzizi ainsi que le port de Kalundu dans la province du Sud Kivu, mais aussi finance le projet de dématérialisation des opérations du guichet unique intégral du commerce extérieur, Ségus RDC, et renforce les capacités du personnel de la Direction générale des douanes et Axis DGDA sur les systèmes douaniers automatisés Sidonia et des femmes engagées dans les commerces transfrontaliers sur les droits et la réglementation commerciale, a fait attendre Alan Sophia Assimoué, directrice générale adjointe en charge du programme Detroit Mac Africa, motif de satisfaction pour le gouvernement congolais à travers les directeurs des cabinets du ministre des Finances. Je voudrais saluer encore une fois de plus cette contribution spéciale de TMA, Trademark Africa, en RDC et en particulier pour le secteur des commerces, des PME, les jeunes, les administrations douanières et fiscales. Et au directeur des cabinets du ministre du Commerce extérieur d'ajouter: les projets en pleine exécution sont notamment Mahagi, frontière avec l'Ouganda, que nous allons inaugurer d'ici 2 mois. Il y a le projet Kasindi, il y a aussi le projet Aru au niveau de l'Ituri. Au niveau du Sud Kivu, nous avons à peu près 4 projets qui sont en pleine exécution. Nous pensons que nous allons vers Kalemi et Louf aussi. Signalons que plusieurs recommandations ont été formulées. Et puis le directeur général de l'Office de gestion du fret multimodal, OGFREM, William Kazumba, a lancé ce mercredi et pour 3 jours les sessions des travaux avec les mandataires spéciaux de l'OGFREM. L'objectif de ces assises est d'évaluer la prestation et améliorer les conditions opératoires pour un partenariat réussi. Bobo Mungongo nous en parle. Dans cette salle de réunion de l'Office de gestion du fret multimodal, ce jour, les mandataires nationaux et internationaux de l'OGFREM installés au premier rang, Frabemar, African Union Cargo, Transcom Service, Jiangsu Golden, Maersk, African Global Logistics et autres. Face à eux, le directeur général William Kazumba, qui pour son mot de lancement de ces sessions de travaux avec ses partenaires chargés des délivrances des documents et de la gestion du fret, a d'emblée salué les résultats satisfaisants dans l'accroissement de la productivité de l'OGFREM grâce aux récentes réformes mises en œuvre dans le cadre de la libéralisation des zones géographiques, la perception de la commission d'intervention sur les transports en mode de surface, ainsi que la révision à la baisse de la hauteur des frais d'émission, des fiches électroniques, des renseignements à l'importation et à l'exportation, ferry et ferré, ainsi que la rétribution des mandataires. Cependant, face à certaines pratiques et dérapages observés dans le chef de certains mandataires en violation flagrante des dispositions contractuelles au point de perturber la collaboration, le DG Kazumba a annoncé certaines mesures. Ces mesures concernent entre autres l'obligation de reverser dans le délai imparti les frais perçus sous peine de déconnexion temporaire et non négociée et ou d'imposition de pénalités pour retard de paiement. Parmi les résultats attendus de ces travaux, des échanges francs et constructifs autour des difficultés auxquelles sont confrontés les mandataires sur terrain ainsi que les propositions et pistes de solutions. Le tout sera sanctionné par la signature des nouveaux contrats pour les mandats arrivés à terme ainsi que les avenants en vue de la standardisation des règles qui régissent ces contrats de mandats spéciaux.
Tout à fait autre chose, 2 semaines après la rentrée scolaire, la commune de Nsele peine à suivre le rythme observé dans d'autres coins de Kinshasa. Dans plusieurs quartiers, les écoliers brillent par leur absence et les rares établissements ouverts font face à des conditions précaires d'accueil. Le manque d'écoles, d'infrastructures de base et le coût élevé des frais scolaires mettent en difficulté de nombreuses familles. C'est un constat d'Anita Mwadi. En pleine 2e semaine de la rentrée scolaire, un calme inhabituel règne dans plusieurs artères de la commune de Nsele. Peu d'élèves en uniforme, peu d'activités scolaires visibles. Ces tableaux contrastent avec l'effervescence habituelle de la rentrée dans d'autres communes de Kinshasa. Sur le terrain, la réalité est dure. Les déficits d'infrastructures scolaires persistent. Dans nombre de quartiers, les écoles publiques sont rares et celles qui existent sont mal équipées avec des bâtiments délabrés, un manque criant de bancs et parfois des enseignants absents. Face à cela, les établissements privés deviennent une alternative, mais à quel prix? Les frais y sont souvent inaccessibles pour le ménage aux revenus modestes. Il y a des écoles, mais elles sont trop chères et les élèves publics n'ont pas assez de place ni de moyens, explique Ben Chimwanga, un parent et natif de cette commune. La commune de Nsele, il y a des écoles où nous demandons enfin que la plupart des particuliers construisent des écoles privées, mais avec les coûts qui est très élevé par rapport au rendement aux parents baïkozois. Les écoles catholiques sont là, mais les frais scolaires c'est coûteux. Les écoles privées sont là, mais les frais scolaires sont coûteux. Les écoles où il y a l'État. Ils allient, mais dans des conditions où les élèves ne peuvent pas bien étudier. J'habite ce côté, c'est depuis 1997. Et la commune de Nsele égorge plusieurs inefficacités, plusieurs difficultés sur base de l'infrastructure. L'infrastructure est vraiment dans un état délabré. Nous exhortons au gouvernement de bien vouloir prendre en conséquence les infrastructures de Nsele. Autre facteur aggravant, le manque de routes praticables, d'eau potable et d'électricité dans plusieurs quartiers, ce qui affecte directement le quotidien des élèves et complique les fonctionnements des écoles existantes. Parlons de la clôture de l'année académique à l'Institut supérieur de programmation et analyse à Komoriko. Le président délégué général de l'ISIPA Komoriko a personnellement présidé la cérémonie de collation des grades académiques en présence des autorités, des familles et invités. Rufine Luyeye a rappelé aux lauréats qui sont des créateurs d'emplois. L'ISIPA à Komoriko qui privilégie la pratique professionnelle avec du matériel et une bibliothèque adaptée. L'inscription pour l'année académique 2025-2026 est en cours. John Zati nous en parle. Quelle effervescence ce jour à l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse à Komoriko. L'ISIPA à Komoriko clôture officiellement l'année académique 2024-2025 avec une organisation au point. C'est la collation des grades académiques en présence du bourgmestre de la commune de Kitambo, des parents, étudiants et plusieurs invités. La PDG, Rufine Luyeye, prend la parole pour son mot de bienvenue. Elle rend hommage au chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour son souci de promouvoir la jeunesse. L'ISIPA à Komoriko a justement pour vocation d'encadrer cette jeunesse. Vous avez été meilleur pour cette année. La science que vous avez reçue à l'ISIPA Komoriko, vous devez la servir dans ce pays. Le pays a besoin de vous. N'allez pas garder le diplôme à la maison pour la connaissance. Rufine Luyeye, PDG, a invité les parents à continuer à faire confiance à l'ISIPA à Komoriko. Car ici, à l'ISIPA à Komoriko, l'on produit non seulement des demandeurs d'emploi, mais surtout des créateurs d'emplois. Alors, puisque vous êtes au bout de votre cycle, a dit la PDG aux étudiants, commencez déjà à travailler. Le directeur général a également pris la parole et c'était avant le secrétaire général académique qui a présenté le rapport de l'année académique 2024-2025 à l'ISIPA à Komoriko. La formation a été bien assurée, la pratique bien effectuée. Après le mot du président des étudiants, intervient la proclamation des résultats et la collation des grades académiques. Le visage de chaque lauréat projeté dans l'écran géant. Madame, merci maman Rufine. On était venu à l'ISIPA 0. Aujourd'hui, quand même, je peux dire que je sors licencié et puis ingénieur en informatique.
une chose que j'aimerais dire à ceux qui sont encore à la maison, c'est de venir à l'ISIPA Komoriko. Ici, le système LMD est parfaitement respecté. ISIPA à Komoriko est le seul et unique à avoir du matériel adapté pour la pratique. De nouveaux ouvrages également viennent enrichir la bibliothèque. L'inscription pour l'année académique 2025-2026 est déjà en cours. C'est sur l'avenue OUA, numéro 14, croisement Komoriko, dans la commune de Kitambo, mais aussi dans la province du Congo central, ville de Matadi, avenue Martin Ekanda, numéro 4. Et puis parlons de la fin du stage académique des étudiants de l'Université des sciences de l'information et de la communication UNISIC à Digital Congo Radio et Télévision. Ces étudiants ont passé un mois à la rédaction de Digital Congo et une cérémonie d'envoi a été organisée en leur honneur. Et un d'entre eux nous rend compte de ce qui s'est passé durant leur stage à Digital Congo. Suivez. Une vingtaine des étudiants en terminale, licence et master de l'Université des sciences de l'information et de la communication UNISIC viennent de passer un mois de stage académique à Digital Congo, radio et télévision. Ce mercredi est le dernier jour. Et dernière activité, cette réunion du conseil de rédaction, suivie d'une brève mais très significative cérémonie. Au nom des stagiaires, étudiants de l'UNISIC, Béni Lufulwabo a remercié les encadreurs à Digital Congo pour leur disponibilité. Merci beaucoup de nous avoir accueillis, d'avoir disposé votre temps pour nous encadrer. Bien que ce n'était pas facile, malgré quelques difficultés, nos retards et autres, vous savez quand même su nous supporter. Et ça, c'était très remarquable de votre part. John Zati, encadreur, a invité les étudiants à mettre à profit l'expérience acquise, ce dont sont bien conscients les stagiaires. J'ai appris à bien présenter un bulletin d'information à la radio comme à la télévision. Ça s'est bien passé, le stage. Ils nous ont vraiment motivés aussi à être actifs à ce qu'on ignorait parfois. Quelque chose que j'ignorais vraiment, faire peut-être par exemple les reportages. Ça m'a beaucoup donné les 1+. Entre autres activités, les étudiants de l'UNISIC ont présenté des bulletins d'information, produit des reportages et se sont exercés à animer des débats à la radio comme à la télévision. Les encadreurs à l'UNISIC et chefs de travaux ont suivi les étudiants de près dans différents médias. Le stage académique est une opportunité pour les étudiants de plonger dans la réalité du journalisme afin de concilier la théorie à la pratique et acquérir des compétences professionnelles requises. Et c'était un reportage réalisé par Prosper Mbumba et Esther Botakile, tous étudiants de l'UNISIC. L'actualité internationale nous amène en France où le président français Emmanuel Macron a nommé Sébastien Lecornu comme Premier ministre, nouveau chef du gouvernement, quelques heures après la chute de François Bayrou. Ce jeune de 39 ans plutôt a fait partie de toutes les équipes gouvernementales d'Emmanuel Macron depuis le mois de juin 2017. Trésor Ngoudia nous en parle. Quelques heures après la démission de François Bayrou, Emmanuel Macron nomme Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre. Âgé de 39 ans, Sébastien Lecornu est un fidèle compagnon d'Emmanuel Macron. Discret et affable, il est avant tout reconnu comme un fin politique jusqu'au bout des ongles. Membre de tout le gouvernement depuis l'élection de Macron en 2017, il reste cependant assez peu connu du grand public. Assistant parlementaire à 19 ans, il devient en 2015 le plus jeune président de département, celui de l'Eure, après avoir été maire de Vernon en Normandie. Lecornu est le petit-fils d'un résistant et se revendique gaulliste. Réserviste de la gendarmerie et passionné d'histoire, il a exercé dans plusieurs ministères, notamment écologie, collectivité, outre-mer, puis armée. Ces 3 dernières années à l'hôtel de Brienne, il a œuvré à la remontée en puissance des forces armées françaises, faisant adopter à l'Assemblée la loi de programmation militaire doublant les budgets des armées. Bon orateur, il a parmi la classe politique la réputation de maîtriser ses dossiers et d'être suffisamment rond pour arracher des compromis. Sa première tâche, en tant que Premier ministre, sera de consulter les
forces parlementaires avant de former un gouvernement afin de faire passer un budget et éviter la censure. Nommé mardi 9 septembre dans la soirée, Sébastien Lecornu a pris ses fonctions de Premier ministre ce mercredi au Matignon au cours de la traditionnelle passation de pouvoir avec son prédécesseur qui a duré environ 1 heure. Mais pendant ces temps, plusieurs villes de la France comme Paris, Lille ou Rennes font face à de grandes manifestations dans l'après-midi de ce même mercredi, jour de la prise de fonction du nouveau Premier ministre français. Le ministère de l'Intérieur a comptabilisé 430 actions, 273 rassemblements et 157 blocages, la plupart dans les calmes, et 295 interpellations dans toute la France. Ces derniers dénoncent la politique économique d'Emmanuel Macron. Et c'est par cet élément que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bienvenue dans la revue de presse de ce mercredi 10 septembre à Kinshasa. Commençons cette ronde de journaux avec l'un des titres phares de la prospérité qui braque ses projecteurs sur le projet de budget 2026. Adolphe Muzito rassure les élus de Kinshasa. En prélude à l'examen et à l'adoption du projet de loi des finances 2026, le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, a rassuré les présidents de commission de l'Assemblée provinciale de Kinshasa quant à la prise en compte des priorités de la capitale. Hier, mardi 9 septembre 2025, le VPM du budget, Adolphe Muzito, accompagné de son vice-ministre Élisée Bokoumwana, a reçu en audience dans son cabinet de travail une délégation de députés provinciaux de la ville de Kinshasa. Conduite par le président des différentes commissions de l'APK, la délégation a axé les échanges sur l'intégration de préoccupations budgétaires de la capitale dans le projet de loi des finances 2026. Les 10 projets doivent être présentés au Parlement lors de la rentrée parlementaire de mi-septembre. Réagissant aux préoccupations des élus provinciaux, Adolphe Muzito a annoncé la mise en place d'un cadre de concertation permanent pour un suivi rigoureux de réponses du gouvernement central aux défis de Kinshasa, notamment en matière d'infrastructure et d'assainissement. De son côté, les quotidiens titrent en sa une Félix Tshisekedi en visite d'État à Astana. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce mardi matin à Astana, capitale de la République du Kazakhstan, pour une visite d'État de 48 heures. Cette première visite au plus haut niveau dans l'histoire des relations bilatérales marque une étape significative dans l'affranchissement de la coopération entre la République démocratique du Congo et ses pays d'Asie centrale, ancienne République soviétique. Pour cette première rencontre, la ville d'Astana a été bien pavoisée du drapeau tricolore de la RDC, une marque particulière d'accueil pour ces pays intéressés par l'énorme potentiel de la RDC et convaincus par la vision et le leadership de son chef d'État Félix Tshisekedi. En plus d'une cérémonie d'honneur adaptée à cette visite d'État, une rencontre au sommet entre le président du Kazakhstan, Kassim-Jomart Tokayev, et son hôte marque Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aura lieu ce mercredi 10 septembre au palais présidentiel d'Akorda. Cette rencontre en tête-à-tête entre les deux chefs d'État sera suivie d'une réunion bilatérale élargie aux membres des délégations respectives. À travers cette visite d'État, Kinshasa et Astana veulent entreprendre une coopération mutuellement avantageuse dans plusieurs domaines, notamment celui des mines. La nomination du général Gassita, le gouvernement met en garde contre toute récupération politicienne. Titre La prospérité dans sa page 4. Depuis Genève, en Suisse, où il séjourne dans le cadre de la participation de la RDC à la 60e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, Patrick Muyaya Katembwe, ministre de la Communication et Médias, a répondu mardi 9 septembre 2025 aux questions de la radio Top Congo sur l'actualité globale du pays. Dans un temps de conviction, Patrick Muyaya a abordé plusieurs sujets d'ordre politique avec un accent appuyé sur les défis auxquels le gouvernement central, sous l'impulsion de Félix Tshisekedi, président de la République, s'attelle
à apporter durablement solution afin de garantir le bien-être des Congolais. La question relative à la nomination à Uvira au Sud Kivu du général Kassita a constitué un point essentiel de la communication du ministre Patrick Muyaya. Face à la controverse que cela a suscité, il a, par sa voix de porte-parole du gouvernement, lancé un message d'apaisement et de sérénité. Patrick Muyaya a exhorté la population d'Uvira à ne pas céder un seul instant à la manipulation ni à faire recours aux actes de vandalisme au nom d'une quelconque démarche de prestation. Pour finir, revenons sur la prospérité qui titre en sa machette, les léopards se font dévorer par les lions de la Terenga de Biza 3. Les léopards senior A de la RDC se sont fait dévorer à belles dents par les léopards de la Terenga du Sénégal de Biza 3 ce mardi 9 septembre 2025 dans un stade de martyrs archi-comble et totalement acquis à leur cause. Tout a bien démarré pour les léopards qui ont mené au score de la 35e minute par le but de Cédric Bakambu. Yohan Wissa doubla le score 7 minutes plus tard. Malgré l'avance prise par les léopards, les Sénégalais ont pris la direction des opérations. Ils contrôlent les milliers de terrains et finissent par réduire le score à la 38e minute par Pape Alassane. La mi-temps surpris le déséquipe sur ce score de Biza 1 en faveur des léopards. À la reprise, les Sénégalais accentuent leur domination au milieu des terrains. Et à la 52e minute, Jackson Nicolas égalise à 2-2. Le sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre, procède à des changements. Meshak Elias cède la place à Mboukou, Cédric Bakambu à Fiston Mayele, Yohan Wissa, Joris Kayembe et Noah Sadiki à Piquel. Mais c'était sans compter avec le pitch des Sénégalais. Ce qui redoutait tous les stades arrive à la 81e minute. Une attaque sénégalaise est menée sur l'aile droite de la défense congolaise qui laisse un couloir. Le centre trouve Papa Matar qui reprend les cuirs entre deux défenseurs congolais. La balle va se loger dans la cage de Dimitri Berthaud de Biza 3. Silence des morts au stade. Après ce but, le score restant inchangé jusqu'au dernier coup de sifflet. Fin de cette revue de presse. Madame, messieurs, merci de l'avoir suivi.